Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons remonter la Loire pour découvrir l'une des villes les plus fascinantes de France, à savoir Nantes. Nantes, c'est une ville en Loire-Atlantique, à 50 km de l'Atlantique, sur les bords du plus long fleuve de France. Une ville qu'on appelle la Cité des Ducs, et nous allons voir ensemble pourquoi ce titre, elle l'a mérité, dans le sang, mais aussi dans la gloire. Nous allons traverser ensemble les siècles, des Gaulois namètes jusqu'à Nantes créatif et bouillante d'aujourd'hui, en parlant histoire, duc de Bretagne, traite négrière, révolution, renaissance industrielle et bien sûr musique. Car Nantes est une ville musicalement extraordinaire à la fois par ses compositeurs, par ses institutions et par la vitalité de sa scène actuelle. Pendant ces 15 prochaines minutes, laissez-vous porter par le courant de la Loire. On y va. Tout commence bien avant le Moyen-Âge. Les premiers habitants connus du site de Nantes sont un peuple gaulois, les Namètes. Leur nom même a donné celui de la ville, Namète, puis Nantes. Ils s'installent sur une île au confluent de la Loire et de l'Erdre, un site stratégique parfait entre les terres de l'intérieur et la voie maritime vers l'Atlantique. À l'époque romaine, la ville, baptisée Portus Nametum, devient un port commercial actif. Elle exporte les produits de l'arrière-pays ligérien et importe les marchandises de la Méditerranée. Des thermes, un amphithéâtre, des rues quadrillées, la ville romaine se développe sur la rive nord de la Loire. Puis viennent les invasions, Visigoths, Francs et surtout Vikings, qui remontent la Loire et ravagent Nantes à plusieurs reprises au IXe et Xe siècle. En 843, il massacre l'évêque Goar et ses fidèles dans la cathédrale même le jour de la Saint-Jean, un traumatisme qui va devenir fondateur pour la vie. C'est de ce chaos que naît la Bretagne médiévale. Les comtes de Nantes, puis les ducs de Bretagne, vont faire de la ville leur capitale centrale. Et c'est là que commence véritablement la grande histoire de Nantes. Du XIe au XVe siècle, Nantes est le cœur politique, économique et culturel du duché de Bretagne, un État souverain, fier de son indépendance, qui résiste aussi longtemps que possible à l'absorption par la France. Au XVe siècle, Nantes connaît son apogée médiéval. Les ducs de Bretagne sont parmi les princes les plus puissants d'Europe. Leur cour rivalise en éclat avec les grandes cours du continent, et le château des ducs de Bretagne, que vous pouvez visiter aujourd'hui, est reconstruit dans sa forme actuelle à partir de 1466 par François II, puis achevé par sa fille Anne. C'est une forteresse et un palais à la fois, des douves, des tours imposantes, mais à l'intérieur des appartements raffinés, des jardins et même une chapelle. Et cette chapelle, justement, abrite une maîtrise, une école de musique attachée à la cathédrale et au château. Les ducs entretiennent des musiciens permanents, des chanteurs, des instrumentalistes, et la musique est au cœur de la vie de cour. Puis vient le personnage le plus célèbre de l'histoire de Nantes, Anne de Bretagne. Née au château en 1477, fille du duc François II, elle sera 2 fois reine de France, d'abord de Charles VIII, puis de Louis XII. Femme d'une intelligence et d'une culture exceptionnelle, grande mécène des arts, elle symbolise à la fois la splendeur et le crépuscule de la Bretagne indépendante. Car en 1532, le traité d'union rattache définitivement la Bretagne à la France. Nantes ne sera plus jamais capitale d'un État souverain, mais elle garde longtemps ses privilèges et son importance économique. Et c'est justement à cette époque qu'un autre événement majeur se produit, le 13 avril 1598. Henri IV signe à Nantes l'édit de Nantes, accordant aux protestants la liberté du culte, un acte fondateur de la tolérance religieuse en Europe. Cet édit sera révoqué en 1685 par Louis XIV, mais avec des conséquences dramatiques. La vie musicale nantaise, au XVe et XVIIe siècle, tourne autour de 2 institutions, la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul et sa maîtrise, et les couvents et collèges jésuites qui entretiennent eux aussi une intense activité musicale. La maîtrise de la cathédrale de Nantes est l'une des plus anciennes et les plus réputées de l'ouest de la France. Elle forme des enfants de chœur qui deviennent parfois de grands musiciens. La polyphonie sacrée y est enseignée avec rigueur dans la tradition des grandes maîtrises françaises héritières de la Renaissance. Au XVIIe siècle,
Nantes vit au rythme du baroque. Les orgues fleurissent dans les églises. Des facteurs d'orgue réputés travaillent pour les paroisses nantaises. Et la ville commence à rayonner musicalement, bien au-delà de son territoire. Et c'est dans ce contexte qu'il faut situer Michel Corrette, né à Rouen en 1707, mais dont l'œuvre est profondément liée à la scène française de province, et notamment à la scène musicale nantaise, où ses œuvres sont largement jouées. Organiste, compositeur prolifique, auteur de méthodes instrumentales pour le violoncelle, la flûte, la guitare, le clavecin, Corrette incarne cette vitalité musicale de la France baroque de province, souvent éclipsée par la gloire de Versailles et de Paris. Mais il faut également citer un natif illustre, Nicolas Jean Lefroy de Méreau, né à Nantes en 1745, organiste puis compositeur, qui représente de cette tradition d'organiste de cathédrale la vie musicale française tout au long du XVIIIe siècle. Il faut maintenant aborder la page la plus sombre de l'histoire de Nantes, celle que la ville a longtemps tue et qu'elle a finalement décidé d'affronter avec lucidité. Du XVIIe au XIXe siècle, Nantes est le premier port négrier de France. Plus de 43% de la traite atlantique française part de ses quais. Des centaines de navires, des centaines de milliers d'êtres humains, réduits en esclavage, déportés vers les Amériques. Les grandes fortunes nantaises, les armateurs, les négociants, se construisent sur ce commerce à bon nombre. Le mémorial de l'abolition de l'esclavage, inauguré en 2012 sur les quais de la Loire, est aujourd'hui l'un des mémoriaux les plus importants d'Europe sur ce sujet. Il est impossible de comprendre Nantes sans comprendre ce passé. Puis vient la Révolution, et à Nantes, elle prend un visage particulièrement tragique. En 1793, le représentant en mission, Jean-Baptiste Carrier, organise les tristement célèbres noyades de Nantes. Des prisonniers, prêtres réfractaires, vendéens, suspects politiques, sont entassés sur des bateaux que l'on coule délibérément dans la Loire. On estime entre 2000 et 4000 le nombre de victimes. Carrier sera lui-même guillotiné en 1794, mais le traumatisme reste profond dans la mémoire collective nantaise. Ouais. Le XIXe siècle est pour Nantes une période de prospérité retrouvée. La ville s'industrialise et industrialise ses chantiers navals, développe ses conserveries, rayonne commercialement sur l'Atlantique. Et dans ce contexte de richesse bourgeoise, la vie musicale explose. En 1816, le Conservatoire de Nantes est fondé, l'un des premiers conservatoires de province en France, après Paris et Lyon. Il forme des générations de musiciens et va contribuer à l'émergence de talents nantais qui marqueront le monde entier. Car Nantes, au XIXe siècle, donne naissance à deux figures musicales absolument majeures. Deux génies, nés à quelques décennies d'intervalle, dans la même ville, dans le même milieu bourgeois et catholique, et qui vont bouleverser la musique française. Aristide Cavaillé-Coll, d'abord, né à Montpellier en 1811, mais dont la carrière est entièrement construite à partir de Paris. Il est cependant le représentant le plus éclatant d'une tradition d'orgue que Nantes et l'Ouest français cultivent depuis des siècles. Cavaillé-Coll est le plus grand facteur d'orgue de l'histoire. Il révolutionne l'instrument, invoque le grand orgue symphonique et ses instruments équipent Saint-Sulpice, Notre-Dame de Paris, la Madeleine. Son influence sur toute la musique d'orgue française, de Franck à Widor, de Vierne à Tournemire, est absolument fondamentale. Et puis, il y a Jules Massenet, né à Montaut, près de Saint-Étienne en 1842, mais nantais d'adoption et de formation. Massenet est l'un des compositeurs d'opéra les plus populaires du monde. Manon, Werther, Thaïs, Lucine. Ces opéras sont joués sur toutes les grandes scènes lyriques du monde. La Méditation de Thaïs est peut-être la mélodie pour violon et orchestre la plus connue du répertoire lyrique français. Mais Nantes a aussi une autre figure à revendiquer. Pauline Viardot, née Garcia en 1821, dont la famille s'installe à Nantes dans sa jeunesse. Chanteuse de légende, mezzo-soprano d'une technique et d'une musicalité hors du commun, compositrice, pianiste, pédagogue, Pauline Viardot est l'une des personnalités les plus fascinantes du XIXe siècle musical. C'est pour elle que Brahms écrira des mélodies, que Turgueniev sacrifiera sa vie, que Berlioz pleurera. Et son lien avec Nantes est une page trop méconnue de l'histoire de la ville. Le XXe siècle commence tragiquement pour Nantes. En 1943, lors de la Seconde Guerre mondiale, des bombardements alliés destinés aux installations militaires allemandes ravagent le centre-ville.
des centaines de civils morts, des quartiers entiers détruits. C'est l'une des villes françaises les plus touchées par ces bombardements. Mais Nantes se reconstruit, et dans la seconde moitié du XXe siècle, elle opère une transformation culturelle remarquable. Il faut parler d'une chanson qui reste une des plus connues en lien avec la ville. En 1964, Barbara enregistre Nantes, un poème chanté, sombre et bouleversant sur la mort de son père dans cette ville qu'elle ne connaissait pas. La chanson fait pleurer la France entière et forge à jamais le lien entre Nantes et la mélancolie politique du Languedoc. Dans les années 80 et 90, Nantes devient l'un des foyers de la chanson française alternative. Dominique A, né à Nantes en 1962, invente avec le courage des oiseaux, en 1996, une nouvelle façon de chanter en français, sobre, intime, littéraire. Il ouvre la voie à toute une génération d'artistes. Aujourd'hui, la scène musicale nantaise est l'une des plus vivantes de France. Le lieu unique, installé dans les anciennes usines Lu, les célèbres biscuits Petit Beurre, est un espace culturel hybride où se croisent musique expérimentale, théâtre, danse et aussi art visuel. La Cité des Congrès accueille l'Orchestre national des Pays de la Loire et le festival Les Rendez-vous de l'Erdre chaque été transforme les bords de rivière en scène de jazz en pleine nuit. Sans oublier, bien sûr, l'Opéra de Nantes, dont la salle à l'italienne du XIXe siècle est l'une des plus belles de France et dont la programmation lyrique et chorégraphique est saluée dans toute l'Europe. Après le déclin industriel des années 80, fermeture des chantiers navals en 87, véritable séisme social, Nantes a choisi la culture et la créativité comme moteur de renaissance. Le projet des machines de l'île, installé sur l'île de Nantes, dans les anciens chantiers, en est le symbole le plus spectaculaire. Un éléphant géant mécanique qui se promène dans les rues, des carrousels fantastiques, une vision de Jules Verne rencontrant Leonardo de Vinci. Car, oui, Jules Verne lui aussi est nantais. Né en 1828 au cœur de la ville, il puise dans les souvenirs du port et de la Loire ses premières rêveries d'aventure et de voyages extraordinaires. En bref, Nantes, c'est un peu tout ça. Une ville qui a tout connu. La gloire ducale, la honte de la traite, la terreur révolutionnaire, la prospérité industrielle, le deuil des chantiers, et qui s'est à chaque fois relevé, métamorphosé, réinventé. Une ville où la musique court dans les pierres de la cathédrale, dans les méandres de la Loire, dans les salles de l'opéra, dans les rues du lieu unique. La cité des Ducs, la cité de Barbara et de Dominique A, la cité de Massenet et de Jules Verne. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à partager et à vous abonner. A très bientôt pour de nouvelles aventures sur ce